Voyons voir. Archerie, père de la Nimène. Ouh. Introduction. Écrire une biographie est toujours un défi. Habituellement, le problème consiste à évaluer ses sources, en comparant les préjugés d'une chronique à ceux d'une autre, et encore d'une autre. On m'a raconté que Vaughan Jart, pour écrire sa célèbre série sur la reine des loups de solitude, fit appel à plus d'une centaine de récits de l'époque. Je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas rencontré ce genre de soucis. Il n'existe qu'un seul document évoquant l'homme que l'on appelle Topal le Pilote, le plus ancien Aldmer connu à avoir exploré tout Tamriel. Seuls 4 courts fragments du récit épique, intitulé « Père de la Nibène », sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, mais il propose un regard intéressant, quoique controversé, sur l'ère mérétique centrale durant laquelle Topal le Pilote a pu voguer sur les mers de tout Tamriel. Bien que Père de la Nibène constitue la seule trace écrite des voyages de Topal le Pilote, ce n'est pas la seule preuve de son existence. Parmi les trésors de la grande tour de cristal de l'archipel de l'automne, hashtag Somerset, hein, on a fait l'extension avec Crane, se trouvent ces cartes, aussi brutes que fascinantes, l'héritage qu'il a laissé de Tamriel. La traduction des termes Aldmer Unendra Nibenu, père de la Nibène, est la mienne, et j'accepte le fait que d'autres érudits pourraient être en désaccord avec mes choix en la matière. Je ne saurais promettre que ma traduction est à la hauteur de la beauté du texte original, mais je me suis surtout attaché à rester cohérent. Premier fragment. Second navire, le Pakiniel, dirigé par le pilote Ilio, devrait suivre la pierre-voie pointant vers le sud, et le troisième, le Nibène, dirigé par le pilote Topal, devrait suivre la pierre-voie pointant vers le nord-est. Les ordres de la tour de cristal étaient de naviguer pendant 80 lunes, puis de revenir pour le raconter. Seul le Nibène revint à Primterre, rempli à ras-bord d'or, d'épices, de fourrures et d'étranges créatures, vivantes ou mortes. Bien que Topal n'ait, hélas, point trouvé l'ancienne El Nofei, il conta les récits des terres qu'il avait visitées au grand émerveillement de tous. Pendant 66 jours et 66 nuits, il avait navigué, par-dessus des déferlantes aux sinistres intentions, par-delà des tourbillons, à travers des brumes brûlantes comme du feu, jusqu'à atteindre la bouche d'une grande baie et accoster sur une prairie doucement vallonnée, baignée de soleil. Tandis que ces hommes, et lui-même se reposaient, survint un cri sinistre. Et des orques, hideux, jaillirent des ténèbres de la vallée, leurs crocs cannibales, tachés de sang. Pendant des siècles, d'étranges boules cristallines furent déterrées sur des sites anciens, d'anciens ports ou d'antiques épaves Almer. Ces artefacts étranges ont laissé les archéologues perplexes jusqu'à ce qu'il fût démontré que chacune de ces pierres qui avait tendance à tourner sur son axe dans une direction spécifique, il en existait 3 variétés. L'une pointant vers le sud, une autre pointant vers le nord-est et la troisième vers le nord-ouest. Leur fonctionnement reste un mystère, mais elles semblaient harmoniser avec des lignes de pouvoir spécifiques. Il s'agit des fameuses pierres-voies mentionnées dans le fragment, que chacun des pilotes utilisait pour orienter son navire dans la direction qui lui était assignée. Un navire dont le nom n'apparaît pas dans le fragment s'enfuit vers le nord-ouest, en direction de Thrace et Yokuda. Le Pakiniel suivit la pierre-voie du sud et vogua probablement en direction de la Piandonée. Topal et la pierre-voie du nord-est atteignirent le continent de Tamriel. Ah! Excusez-moi, donc petite traduction lénonienne. Donc en fait, on a 3 bateaux qui sont partis de Somerset. Somerset, c'est tout en bas à gauche de Tamriel, hein. C'est l'archipel de l'automne, c'est là où il y a les elfes blancs, les hauts elfes. Voilà. Il y en a un qui est parti en haut à gauche et donc il a atterri à Yokuda, c'est-à-dire là où se trouvaient les ancêtres des Rouge-Gardes, ou plutôt les primo-Rouge-Gardes, si vous voulez, les Yokudans. Donc ils étaient vénères, donc ils sont sans doute fait démonter. Celui qui est parti au sud, il a atteint la Piandonée. Je sais pas du tout ce qu'on y trouve. Je crois que c'est là qu'on y trouve des elfes des mers, des elfes bleus, hein, qui sont dégueulasses, avec des slauds. Et à mon avis, ils se sont fait démonter. Et ceux qui sont partis en haut à droite, effectivement, ils sont tombés sur Tamriel. Et ils ont dû tomber sur l'ancien continent de Tamriel, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait à peu près... Orsinium quand j'y réfléchis. Voilà, parce que s'ils ont affronté des orques, c'est peut-être là où c'est dans cette région-là, tu vois ce que je veux dire, donc ça aurait été ultra stylé. Ce fragment indique clairement la tâche assignée aux 3 navires. Trouver un passage pour retourner vers l'ancienne El Nofei, c'est-à-dire l'ancienne terre des elfes divins, afin que les Almers vivant dans l'archipel de l'automne puissent savoir ce qu'il était advenu de leur terre natale. Bon bah voilà. Puisque ce livre est consacré à une étude de Topal le pilote, je n'ai point la place nécessaire pour y étudier les différentes théories concernant l'exode des Almers depuis l'ancienne El Nofei. Si je devais utiliser ce poème comme unique source d'information, je me rangerais à l'opinion des érudits qui croient à l'histoire traditionnelle de plusieurs navires quittant l'ancienne El Nofei qui se seraient retrouvés pris dans une tempête. Les survivants atteignirent l'archipel de l'automne, mais sans leur pierre-voie, il fut incapable de dire dans quelle direction se trouvait leur patrie. Après tout, comment expliquer autrement le fait que l'on ait envoyé 3 navires dans 3 directions différentes pour trouver un endroit?
Un seul des navires revint et nous ignorons si ceux qui ne revinrent pas trouvèrent l'ancienne Elnofei ou s'ils périrent en mer, attaqués par des anciens Piandónéens, des Slaudes ou des Yokudans. Voilà, exactement comme j'ai dit. Il faut croire, à moins de penser que les Almères étaient particulièrement stupides, qu'au moins l'un des vaisseaux se dirigeait dans la bonne direction. Cela pourrait être celui de Topal, qui n'est simplement pas allé assez loin au nord-est. Donc depuis le Primter, Topal met les voiles vers le nord-est, la direction dans laquelle on peut voyager le plus longtemps sur la mer Arbécéenne, sans rencontrer la Terre. S'il s'était rendu vers l'est, il aurait accosté en quelques semaines sur le continent où se trouve actuellement l'ouest colovien de Cyrodiil. S'il était allé vers le sud-est, c'est-à-dire il serait arrivé proche de Valboisé. C'est-à-dire il serait arrivé, s'il était juste parti à droite, il serait arrivé là où se trouvent les Elfes des Bois. À peu près, en bas à gauche de Tamriel. S'il était allé vers le sud-est, il aurait pu atteindre le sommet de Valboisé. Bon bah voilà, en quelques jours. Mais notre pilote, à en juger par ses cartes et les nôtres, partit en ligne droite vers le nord-est, à travers la mer Abécéenne, jusqu'à la baie d'Iliac, avant de toucher terre quelque part près de l'endroit où s'élève Anticlair, le tout en 2 mois de temps. Donc ok, il a atterri chez les Bretons et les Rouge-Gardes quoi. Les collines verdoyantes du sud de Haute-Roche sont clairement celles qui apparaissent dans cet extrait. Elles sont reconnaissables entre mille. La question évidemment est, que penser de cette apparence référence à des orques occupant la région? La tradition veut que les orques ne soient apparus qu'après l'installation des Altmères sur le continent, constituant une nouvelle race distincte, suite à la fameuse bataille entre Trinimac et Boetia à l'époque de Resdain. Bah merde alors, oui. Merde alors, oui, parce que Trinimac et Boetia ils se sont battus. À la fin de ça, Trinimac est devenu, en théorie, hein, moi c'est ma propre théorie, mais enfin voilà, est devenu Malakat. Et donc la malédiction de Boetia a transformé tous les elfes qui suivaient Trinimac en adorateurs de Malakat, c'est-à-dire en orques. Est-ce qu'ils font référence à The Elder Scrolls 1 et au fait que dans The Elder Scrolls 1 tu pouvais pas jouer les orques, mais que les orques c'était des méchants à tête de cochon et pas des orques comme dans le Seigneur des Anneaux, tu vois? Peut-être qu'ils parlent de ces orques-là et pas des autres. Hein. C'est parce qu'il y a 2 types d'orques. Il y a l'orque dans Zelda, les gobelins, tu sais, les espèces de trucs avec des têtes de cochon comme ça. Et il y a les orques tout verts avec des têtes d'elfes, quoi, et des grosses lèvres. Mais c'est tout. Tu sais, les orques World of Warcraft. Enfin bon. Il est possible que la tradition se trompe. Peut-être que les orques étaient une tribu aborigène antérieure à la colonisation almère. Peut-être s'agissait-il d'un peuple maudit, Orcimer, en Almérie le même mot que pour orc, d'un genre différent, dont le nom aurait par la suite été donné aux orques. Il est regrettable que le fragment s'arrête là, car des indices nous rapprochant de la vérité sont sans aucun doute manquants. Il est possible d'évaluer ce qui manque entre le premier et le second fragment. Plus de 80 mois ont dû s'écouler, car Topal se trouve à présent de l'autre côté du continent de Tamriel, tentant de faire voile vers le sud-ouest pour revenir à Primter après sa quête vaine de l'ancienne Elnofei. Deuxième fragment. Putain, il est long le bouquin. Nul passage vers l'ouest ne put être trouvé parmi les falaises inflexibles qui s'élevaient telles les mâchoires d'un géant. Alors le Niben s'enfuit vers le sud. Comme il passait une île sablonneuse couverte de forêts qui promettait un calme asile, l'équipage applaudit de joie. Puis l'exultation se transforma en terreur, tandis qu'une ombre immense s'élevait. Des arbres, des ailes parcheminées telles d'une cape, se déployant. L'immense lézard chauve-souris était aussi grand qu'un navire, mais le bon pilote Topal leva simplement son arc et le frappa à la tête. Alors que le monstre tombait, Topal demanda à son maître d'équipage. « Croyez-vous qu'il soit mort ?» Et avant que la bête n'ait touché la couronne blanche des vagues, il lui transperça le cœur d'une nouvelle flèche afin d'en être sûr. Et pendant 46 jours supplémentaires, le Niben vogua vers le sud. Bah merde alors, le gars il est passé à côté de chez les Khajiits, puis il est arrivé au Marais Noir et il est tombé sur un kaiju. Le mec il a déglingué un kaiju avec 2 flèches, hein, tu m'étonnes, je gagne de l'archerie en lisant le bouquin, c'est balèze. Nous pouvons constater qu'en plus d'être un grand navigateur, un cartographe et un expert en matière de survie, un conteur hors pair, Topal était un maître archer ainsi qu'un maître sexuel. Sa technique de fellation et de double retour sur la grosse veine bleue était inégalée chez les Altmères. Il pourrait s'agir d'une licence poétique, mais nous avons des preuves archéologiques indiquant que ces Altmères utilisaient des arcs sophistiqués. Non seulement leurs armes composées de couches de bois et de cordes superposées et dotées de cordes en soie argentées sont très belles, mais elles restent, d'après ce que j'ai entendu, des plus mortelles, et ce, plusieurs millénaires après leur conception. Il serait tentant d'imaginer qu'il s'agissait d'un dragon, mais la créature à laquelle Topal fit face au début de ce fragment évoque plutôt un braillard des falaises du Morrowind contemporain. La côte composée de falaises traîtresses évoque la région autour de Necrom, et l'île de Gorn pourrait bien constituer le repère du lézard chauve-souris. À ma connaissance, aucune créature de ce genre n'existe aujourd'hui dans la partie orientale de Morrowind. Merde alors, d'accord, bah il est arrivé en Morrowind. Il est passé par le sud en fait, d'accord. Troisième fragment. Les territoires marécageux fatiguent des malfaisants et leurs lézards humains. D'accord, là on est clairement au Marais Noir, firent retraite vers l'est, et Topal et le cœur de ces hommes furent mis en joie par la vision du bleu diamant, pur et doux de l'océan.
Pendant 3 jours, ils firent joyeusement route vers le nord-ouest, où Primter les appelait. Mais l'espoir mourut dans l'horreur lorsque la terre, tel un bouclier infranchissable, s'éleva devant eux. Topal, le pilote, fut vivement contrarié et consulta les cartes qu'il avait soigneusement tracées pour voir s'il était mieux d'aller vers le sud, où le continent devait prendre fin, ou de choisir la rivière qui serpentait à travers un passage au nord. « Au nord !» cria-t-il à ses hommes attristés. « Nous allons au nord! Ne craignez rien, mes amis! Au nord !» Putain, le mec, c'est l'Odyssée, quoi. Ah, c'est Ulysse, quoi. En retraçant les mouvements de Topal, on constate qu'il a frôlé Morrowind, puis s'est enfoncé dans le sud du Marais Noir, apparemment déterminé à suivre de son mieux la direction indiquée par la pierre-voie. Les marais qu'il quitte se trouvent probablement près de l'emplacement actuel de Gideon. Connaissant Topal, nous pouvons comprendre sa frustration dans la baie entre le Marais Noir et Elsewhere. Oui, tu m'étonnes. Voilà un homme qui suit les ordres à la lettre et qui sait qu'il aurait dû se diriger vers le sud-est par la rivière pour rejoindre Primter. En examinant ses cartes, on peut voir qu'il a tenté de trouver des chemins pour traverser car il a cartographié la mer intérieure de Morrowind et plusieurs des affluents marécageux du Marais Noir. Il a sans doute été détourné par la maladie et la férocité des tribus argoniennes qui ont dissuadé bien des explorateurs avant lui. Avec une carte moderne de Tamriel en main, nous constatons cependant qu'il a fait le mauvais choix en décidant d'aller au nord-est plutôt que de continuer vers le sud. Il ne pouvait pas savoir à l'époque que ce qu'il percevait comme un continent s'étendant à l'infini n'était en réalité qu'une péninsule faisant saillie sur l'océan. Il savait simplement qu'il était déjà allé trop loin au sud, et il prit donc la décision intelligente mais incorrecte de remonter la rivière. Qu'il est surprenant de penser que cette erreur de calcul lui a valu de figurer aujourd'hui dans les livres d'histoire. La baie qu'il prenait pour un océan sans fin s'appelle aujourd'hui la baie de Topal, et le fleuve qui lui a fait faire un tel détour porte le même nom que son navire, le Niben. Oh, on apprend des choses, on apprend des choses. Parce que pour moi tout ceci fait sens, pour vous vous faites chier, mais moi j'adore. Les chats démons à 2 et 4 pattes couraient le long de la rivière, gardant leurs yeux verts sur le navire, sifflant et crachant et rugissant de colère. Mais les marins n'eurent jamais à braver la berge, car des arbres fruitiers les accueillaient, abaissant leurs bras le long de la rivière comme pour embrasser les hommes, et les marins prenaient vivement les fruits avant que les chats ne puissent bondir, et pendant 11 jours, ils voyagèrent vers le nord jusqu'à arriver à un lac cristallin et 8 îles plus belles et paisibles les unes que les autres. Des créatures volantes et lumineuses aux couleurs vives les saluèrent dans la langue almère, laissant les hommes perplexes, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne faisaient que répéter les mots qu'ils prononçaient sans les comprendre, et alors les matelots se mirent à rire. Topal, le pilote, était enchanté par les îles, et les hommes à plumes qui y vivaient. Le Niben y séjourna pendant une lune, et les hommes oiseaux apprirent à prononcer leurs propres paroles, et à écrire avec leurs pieds dotés de cerfs. Tout à la joie de leur nouveau savoir, ils firent de Topal leur seigneur, lui offrant les îles comme un présent. Topal dit qu'il reviendrait un jour, mais que d'abord il devait trouver un passage à l'est vers Primter, loin, très loin. Ce dernier fragment est doux amer pour plusieurs raisons. Nous savons que cet étrange et amicable peuple à plumes rencontré par le pilote va disparaître. De fait, ce poème est le seul qui fasse mention de ces créatures de Cyrodiil. Le don de l'écriture que leur a fait Topal n'a visiblement pas suffi à les sauver de leur destin final, probablement aux griffes des chats démons, dont nous pouvons imaginer qu'il s'agissait de Khajiit de naguère. Donc en fait, les Khajiit ont bouffé les hommes piafs qui étaient des hommes perroquets, ou alors des simples perroquets. À mon avis, c'était des simples perroquets. Enfin bon. Nous savons que Topal et son équipage n'ont jamais trouvé de route depuis les 8 îles qui correspondent aujourd'hui à une zone allant de la cité impériale à la baie d'Iliac, et les cartes de Topal racontent l'histoire que ce poème ne peut narrer. Nous voyons sa main tracer sa route en remontant le Niben jusqu'au lac Rumar, explorant ensuite quelques affluents qui ne le conduisirent pas où il le souhaitait. Nous pouvons imaginer la frustration de Topal et celle de son équipage qui ont traversé tant d'épreuves tandis qu'ils redescendent le Niben jusqu'à la baie de Topal. Là, ils réalisent leur erreur car ils passent la péninsule d'Elsewhere. Finalement, ils voyagèrent le long du littoral, au-delà des rives de Valboisé, jusqu'à arriver enfin chez eux. Habituellement, les récits épiques se concluent par une fin heureuse, mais celui-ci commence de cette manière, et les épisodes ayant abouti à cette fin ont disparu. En plus des extraordinaires créatures similaires à des oiseaux de Cyrodiil, nous avons vu des orques du passé, semble-t-il, et d'anciens braillards des falaises, d'anciens argoniens et dans ce fragment, des ancêtres Khajiit. Cela fait beaucoup d'histoires en quelques vers, tout cela parce qu'un homme a échoué à retrouver le chemin de son pays et emprunté les mauvais passages en revenant sur ses pas.